Ce que je peux dire comme conseil, donner comme conseil à ces jeunes qui veulent partir, c'est la préparation mentale. La préparation mentale, elle est clé. C'est pas parce que vous êtes d'origine africaine ou que vous avez toujours grandi dans la culture africaine ici en Europe que vous connaissez la culture sur place. Il faut pouvoir y être. L'Afrique dont nos parents nous parlent, c'est une Afrique d'il y a 20 ans, 30 ans. Elle a totalement changé, les mentalités ont changé, les gens voyagent, les gens voient d'autres choses et ils utilisent ce qu'ils voient ailleurs pour créer à l'intérieur. Donc il faut pouvoir aussi comprendre quels sont les enjeux au jour le jour, comprendre comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut venir avec des solutions par rapport à ce qui se passe maintenant. Donc effectivement, la préparation mentale, la préparation en termes de connaissances sur ce qui se passe sur le terrain, c'est très important pour les jeunes de pouvoir se dire, ok, c'est une terre inconnue, il faut que je puisse aussi me demander si je suis prête pour ça, si c'est un enjeu que j'ai envie de prendre pour le moment ou pas, et toutes ces choses-là, ça prend du temps. Donc, comme je dis, la préparation, avant de pouvoir partir, bon, l'emménagement sur le territoire commence d'abord par la préparation mentale. Alors l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des expériences. On voit beaucoup de personnes qui commencent à entreprendre à l'âge de 40 ans parce qu'elles ont déjà eu le temps de pouvoir avoir leur expérience de travail et de se dire, voilà, j'ai appris pendant 15-20 ans dans une boîte et maintenant je veux monter mon propre produit ou mon propre service. Mais je pense que voilà, l'entrepreneuriat peut aussi se faire par rapport à des expériences personnelles, si elles sont relevantes par rapport à ce qu'on veut créer. Donc l'entrepreneuriat, je ne pense pas que ce soit quelque chose avec lequel on naît. On peut naître avec certaines caractéristiques d'un futur entrepreneur, dans des qualités comme le leadership ou comme le fait de savoir plus ou moins distinguer certaines opportunités plutôt que d'autres. C'est quelque chose qui se travaille, savoir si on est prêt ou pas. Et c'est plutôt nous qui créons la fibre entrepreneuriale plutôt que la fibre entrepreneuriale qui soit déjà en nous. D'accord. Finalement, tout ce petit parcours que tu as résumé ici n'est pas mon parcours définitif. Toutes ces choses auxquelles j'ai un petit peu touché, c'était justement des choses qui allaient m'amener à trouver ma voie, ce que j'aime. Donc oui, effectivement, j'étais sur scène, j'ai un petit peu tâté le terrain, puis j'ai réalisé, et même je pense pendant, j'étais dans une certaine réalité où je savais que je n'allais pas en faire mon métier. Ensuite, effectivement, via le stand-up, on m'a invité à faire quelques présentations d'événements. Et de fil en aiguille, ça m'a finalement ramené à mes propres passions, ce que j'aime. Donc la cuisine, comme on en a parlé tout à l'heure avec Soul Food Mama. En fait, pour répondre à ta question, il faut suivre son instinct et suivre ce qu'on a envie de faire. Et le sommet du sommet, quand on entreprend un projet, c'est de pouvoir allier toutes les choses qu'on aime. Ne pas penser qu'on peut tout faire soi-même. Apprendre à déléguer, apprendre à déléguer, oui, apprendre à aller chercher l'information en dehors des bouquins, en dehors de l'ordi, d'aller des fois sur le terrain, de rencontrer des gens. Chose que je fais un petit peu plus maintenant parce que j'étais trop, focus sur ce que je pensais savoir ou ce que je savais. Et donc effectivement, oui, je vais à la rencontre de ces personnes-là qui ont plus d'expérience évidemment. Et autre chose, j'étais pas naïve, on va dire, de me dire que ça allait être facile, mais j'aurais aimé quelqu'un qui me rappelle tous les trimestres. Ma cocotte, on t'avait dit, on te le répète, ce ne sera pas facile. C'est pas facile, je veux dire, c'est absolument pas facile, mais le tout c'est de garder un moral d'acier. D'acier, j'exagère, hein, même si c'est un peu cuivré, c'est bon aussi, mais je veux dire, il faut vraiment garder un bon moral parce que les moments où il y aura des downs. Mais le down, est-ce que tu veux le laisser continuer pendant 3-4 semaines, 1 mois, 2 mois, et alors tu perds du temps parce que le timing est important. Ou alors le down, tu te laisses quand même aller, il faut toujours écouter son corps, tu te laisses aller 2-3 jours, ok aujourd'hui je ne ferai rien. C'est pas que tu procrastines, tu ne fais rien. Tu vois, tu reformates ton cerveau, et puis le lendemain tu es d'attaque. La première chose, c'est d'être vrai envers soi-même. Il faut vraiment être vrai envers soi-même parce que sinon le parcours va être très difficile. Parce qu'il sera faux et aussi le fait que vous allez vous entourer aussi de mauvaises personnes. Deuxième chose aussi, le fait de s'entourer des personnes qui veulent ton bien, veulent le bien de la personne. Et aussi l'organisation.
En fait, jamais je me suis vue à la tête de quelque chose. Moi, je viens d'une famille d'enseignants à la base. Ma mère est enseignante, ma tante est enseignante. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai jamais vraiment été entourée dans ma famille de gens qui travaillent dans le monde du business. Et j'avoue que je me retrouve là. J'ai pas toujours voulu être prof, mais je me suis imaginée prof. Je suis prof de danse, mais je suis pas prof de langue, etc. comme j'avais pensé quand j'ai commencé mes études. Et je me retrouve là avec, Freestyle Lab à ma charge. Et j'avoue que en sachant ça, peut-être que j'aurais pu plus me former dans sa gestion de projet ou entrepreneuriat. J'aurais pu plus me former là-dessus. Mais j'apprends sur le tas. Et c'est ça que je dis. Je donne un conseil à ces personnes-là qui ont envie de faire quelque chose. On n'est jamais à 100% prêt. Il faut se lancer. Toute cette to-do list, ou tu vois, toute cette liste de choses à faire quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être ça m'aurait fait peur. Moi, je savais pas au final déposer ton concept, tu vois, ou les copyrights, le website, tous ces trucs-là. Au final, je gère tout, mais j'adore parce que j'ai appris sur le tas et je me suis pas mis la pression à l'avance en me disant, ok, je vais créer Freestyle Lab, il faut faire tout ça. Non, c'est venu petit à petit et j'ai aucun regret. Alors, je vais vraiment vous choquer, mais pour moi, le célibat, c'est une bénédiction. Vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on est célibataire, il faut comprendre que c'est la saison dans laquelle on doit investir sur son bien-être personnel. C'est vital. Il faut absolument qu'on prenne cette saison au sérieux. Au lieu de passer son temps à se morfondre, à se plaindre, à se dire je ne plais à personne, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bien, ou que tous les bons hommes sont déjà prêts, etc. Il ne faut absolument pas rentrer dans ce truc-là, mais plutôt prendre le temps d'apprendre à se connaître et de s'aimer, de passer du temps avec soi-même, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait plus beaucoup. Et au plus tu te connais, au plus tu apprends à t'aimer, tu vas dégager une énergie positive qui va attirer l'autre vers toi. Parce qu'on est attiré par quelque chose qui nous fait sourire, on est attiré par quelque chose qui est positif, on est attiré par la joie, par la paix, par une certaine plénitude comme ça que tu vas dégager en toi, qui va attirer l'autre vers toi. Et c'est ça aussi qui va faire que cette rencontre puisse se faire rapidement. Ça peut accélérer les choses. Maintenant, le célibat, si par exemple ça fait X temps que vous êtes célibataire, vous pouvez aussi vous poser les bonnes questions et vous dire, ok, bon maintenant qu'est-ce qui se passe? Ça fait X temps que je suis célibataire, eh bien, je prends la décision de me poser certaines questions et apprendre à mieux me connaître et bien sûr souhaiter que la personne arrive le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas une raison pour se lancer dans les bras d'une personne par désespoir. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ok. Alors, l'objectif des conseils Money de Tati, c'est tout d'abord d'oser parler d'argent, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'argent. Et en osant parler d'argent, c'est aussi reprendre le contrôle sur ses finances. Et se dire que l'argent, ça ne sert à rien de l'accumuler et de le garder. L'argent, c'est fait pour être dépensé, mais pour des choses qui comptent vraiment. Et en fait, pour l'instant, ce que j'observe parmi les femmes, beaucoup de mon entourage, c'est que l'argent, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, on ne dit pas combien on gagne, et puis on va le claquer dans 20 paires de chaussures, des nouveaux manteaux et des choses comme ça. Et puis après, comme c'est toujours tabou, on n'en parle pas et on se retrouve sans argent à la fin du mois. Et puis on voit ses copines qui arrivent à partir en vacances, et nous, on ne sait pas partir en vacances, on ne comprend pas pourquoi, mais on n'ose pas en parler. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se dire que l'argent, ça permet la liberté. Je pense à toi et sans doute à beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo. Toutes ces femmes qui veulent lancer par exemple un projet d'entreprise, elles ont besoin de pouvoir gérer leur argent. Pourquoi ? Parce que de un, elles vont devoir gérer les finances de leur entreprise, mais de deux, pour pouvoir lancer un tel projet, elles ont besoin d'argent. Et si elles n'ont pas pu gérer leur argent correctement avant, elles ne vont jamais pouvoir créer un projet qui leur tient à cœur. Super mal. Ouais, non, vraiment super mal. J'ai une tante qui m'a énormément soutenue. Muriel, ma marraine, petit clin d'œil. Elle m'a énormément soutenue, elle a toujours cru en moi. Mes parents étaient extrêmement réticents, mais je leur en veux pas parce qu'ils avaient peur en fait. Ils avaient peur parce que voilà,
On vit dans une société où on veut nous encourager à justement être employés, à pas avoir trop d'ambition, à être, à rentrer dans les codes. Oui. Et une fois qu'on veut sortir des codes, ça fait peur. Et ils se disaient, mais enfin, comment tu vas faire? Et puis t'es un petit garçon, comment tu vas pouvoir avoir une stabilité en te lançant comme ça dans l'entrepreneuriat? Mais j'ai mis du temps en fait à prendre cette décision. C'est pas, je prends pas cette décision-là comme ça en 2 jours. Oui. J'ai mis vraiment grosso modo 1 an. Mais une fois que ma décision était prise, rien ne pouvait m'arrêter. En fait, à un moment, j'ai senti une très très grande frustration. J'étais plus du tout heureuse et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je me disais, est-ce que c'est le recrutement qui ne me plaît plus? Est-ce que c'est la boîte qui me plaît plus? Donc j'étais vraiment en réflexion autour de ça. J'ai beaucoup échangé justement avec mon entourage et notamment avec mon meilleur ami qui m'a vraiment aidé dans ce développement de réflexion. Et je suis arrivée à la conclusion que non, en fait c'est le fait d'être employée qui m'étouffe en fait. Ma créativité était étouffée et alors surtout j'étais en désaccord avec le management et je m'étais rendu compte que j'étais plus pas forcément écoutée. Donc c'est-à-dire on te demande de faire quelque chose. Il y a une phrase qu'on m'a dite un jour que je n'oublierai jamais. C'est mais enfin Samira, tu ne sais pas faire ce qu'on te demande sans poser de questions. Oh wow. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment non. Enfin non, je ne sais pas. Parce qu'il y a un truc que j'ai jamais su faire, et peut-être que plusieurs personnes se retrouveront dans ce discours-là, c'est que je ne sais pas effectuer une tâche si je ne comprends pas le but en fait de la tâche qu'on me demande d'effectuer. Et c'est pour ça que je suis plus pour un management où voilà, il y a des échanges, etc. J'évoque pas là mon N+1, c'était davantage le N+2. Mais voilà, donc il y avait une grande frustration par rapport à ça et aussi le fait qu'on était plus arrivé, davantage arrivé à un management orienté plus quantité que qualité. Okay. Et tout cet ensemble de choses en fait me frustrait énormément et c'est là que j'ai pris la décision de me lancer, de bosser à ma manière. Mes semaines sont vraiment chargées. Mais comment j'arrive à combiner? Ça, c'est oui, tu as des cours de danse aussi. Oui, je donne des cours de danse à Bruxelles, effectivement, une fois par semaine. Je t'avoue qu'il faut quand même avoir de la discipline, il faut être bien organisé, faire des concessions. Par exemple, à la place d'aller faire du shopping tous les week-ends, je fais pas de shopping, je me concentre donc sur le projet Zaraga et sur toutes les autres choses que je fais à côté, sur mes études notamment. Il faut avoir de la force, du courage et je t'avoue que franchement ma force et mon courage, c'est vraiment Dieu qui me les donne et voilà. Drôle, c'est celle des tagueuses. Donc voilà, en fait, on avait trouvé le food truck avec lequel on allait commencer à travailler. C'est en fait une remorque. La remorque était située à Liège et donc elle était toute blanche, donc vraiment rien de spécifique. Alors on a décidé qu'on allait mettre donc nos logos, nos couleurs, on allait la customiser et on va à Liège, donc la remorque était à Liège. On se déplace jusque là, on prend les enfants pour faire le nécessaire, on prend la peinture, mais vraiment Aline et moi. Et arrivé là, on commence nos bonbonnes, on commence à mettre notre peinture noire un peu partout sur la remorque, mais en fait on avait oublié que l'accord qu'on avait avec le propriétaire de la remorque était juste un accord verbal, on n'avait rien, on n'avait pas encore les papiers signés. Et donc nous on était fiers, on était contents, on a enfin notre remorque, on va y aller, on continue notre projet. Ensuite la police fait le tour et la police vient et commence à nous demander voilà, les papiers du véhicule. Nos papiers déjà, ils nous ont demandé nos cartes d'identité. Voilà, pour vérifier si on n'était pas, j'en sais rien. Et puis ils demandent les papiers de véhicule et là on commence à s'expliquer que non, voilà, ça nous appartient mais on n'a pas les papiers. Et là ils nous regardent, mais en fait
vous êtes que des tagueuses là, qu'est-ce que vous faites là? Je vous demande tout de suite d'arrêter ce que vous faites parce que ça vous appartient pas, vous avez aucun papier, vous ne présentez rien. Et là, Aline et moi, on se regarde, on se dit effectivement, c'est vrai, c'est bête, on n'a rien, on a des rien à accords présenter. Donc, verbal et par mail. Et donc là, ce qu'on a fait, on a appelé Renaud, oui, celui qui nous avait vendu la remorque en fait. Ok. Et voilà, ça s'est arrangé ainsi. C'est vrai que c'est pas facile et souvent en fait quand je rencontre d'anciens collègues qui étaient avec moi à l'école, ils me disent ah tu fais de la déco, comment ça se fait, parce que eux travaillent dans les banques, travaillent dans les assurances, vraiment des trucs complètement opposés. Mais je me dis juste et je dis aux gens qui savent pas quoi faire, qui sont coincés après leurs études, parce que j'en connais beaucoup, il faut pas s'arrêter là, parce il faut savoir, c'est par exemple, allez, quand tu manges une glace, t'aimes pas juste la glace à la vanille, t'aimes plusieurs goûts. Donc même dans tes choix, dans tes activités, c'est sûr que t'aimes plus de choses que juste le commerce, que juste le marketing, que juste la communication. Il faut élargir en fait ses horizons, regarder, découvrir, s'informer, peut-être aller dans les salons de l'emploi, parler à des gens qui font le métier, ça c'est important. Moi, avant de m'inscrire, j'ai d'abord été parler à des gens qui font le métier, sur les réseaux sociaux, même des gens que je connaissais pas. On va dire que j'ai osé passer le cap de me renseigner, de voir comment c'était vraiment dans la vraie vie. Et donc, et pas s'arrêter en fait, pas voir une porte se fermer et alors ça y est, on est là, on est bloqué, et alors se retrouver parfois dans des métiers qu'on n'aime pas vraiment. Les choses que la vie m'a montrées, c'est ne négliger personne. Parce que tu ne sais jamais par qui ton aide ou ton secours peut venir. De deux, observer avant de juger. Parce que la personne que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas dans 10 ans elle sera comment. Peut-être que c'est par elle que tu devras passer pour te faire engager. Et de 3, l'amour. Ça c'est vraiment l'amour. Et si je devrais rajouter un 4e qui rejoint aussi l'amour, c'est le pardon. Parce que avant que l'amour vienne, il y a d'abord le pardon qui s'installe. Le succès pour moi, c'est la valeur ajoutée que tu donnes dans la vie des gens. Comme j'ai dit, j'ai fait des études d'éducateur, j'ai étudié, mais Dieu m'a ouvert des portes dans un domaine que je n'ai pas étudié, le maquillage. Et c'est ce domaine-là qui m'ouvre le plus des portes, et c'est ce domaine-là qui me permet quand même d'avoir un style de vie. Alors souvent, tu te diriges vers quelque chose, tu dis ouais, je dois faire des études parce qu'il y a ceci, il y a ça, mais c'est pas ça qui fait une personne. C'est pas ça. Tu peux avoir tous les masters que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si Dieu ne met pas la main sur ta vie, tu ne seras personne. C'est pour ça que dans la vie, comme je dis, il ne faut jamais envier la réussite de quelqu'un. Oui. Tu vois, les diplômes ne font pas une personne, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui qualifie qui tu es. Parce que tu peux être là aujourd'hui, tu connais certaines stars ou d'autres personnes qui ont étudié, mais leur diplôme ne le sert à rien du tout. C'est pas ça, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée. Je l'avais dit aux autres. Aujourd'hui, on ne connaît pas Martin Luther King par rapport à ses diplômes, on n'en parle pas. C'est peut-être à cause de sa fameuse phrase I have a dream. Rosa Parks, on la connaît par rapport, parce que c'est une militante. Hein? C'est grâce à elle aujourd'hui qu'on peut s'asseoir dans des bus. Les Malcolm, aucun d'eux, quand on parle d'eux, c'est toujours ah ouais, ils ont fait ceci, mais jamais on va citer leur diplôme. Non. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais leurs œuvres parlent. C'est ça en fait, c'est l'impact. Quand tu vas partir, malgré que tu n'es plus là, ton œuvre continue à tourner et de génération en génération, on parle de toi. Peut-être que tes parents connaissent Martin Luther King, des gens comme des Lumumba. On n'était pas là, mais on se rappelle. Mandela, il est resté en prison. Donc c'est pas ça. Quand tu commences à donner ta vie aux gens, à avoir un impact dans la vie des gens, les gens oublient toute cette affaire de diplôme. J'étais avec ma grande sœur qui a une petite fille de 7-8 ans. Elle rentrait de l'école, elle avait noué sa chemise sur sa tête et elle balançait sa chemise en disant à sa maman qu'elle avait envie d'avoir des longs cheveux lisses. Et ça m'a saisie, je me suis dit mais oh mon Dieu, mais elle est si jeune et à son âge, elle n'accepte pas les cheveux qu'elle a. Et je me suis dit que c'est sûrement parce que tout ce qu'elle voit, c'est des héroïnes avec des longs cheveux blonds et lisses, et que pour elle, c'est ça le modèle de beauté pour une petite fille. Et moi, ça m'a saisie, je me suis dit, waouh, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose.
Et en parallèle de ça, j'ai aussi mon papa qui se faisait vieux et qui malheureusement nous a quittés, avec qui je commençais à discuter donc, de son enfance au Rwanda à l'époque. Et j'en ai appris beaucoup. Je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais ça fait... On a des parents qui sont en train de vieillir ici en Europe et on n'a peut-être pas le temps de leur demander de nous raconter leurs histoires. Et malheureusement, ils vont nous quitter et on sera là sans histoire à raconter à nos propres enfants sur leurs origines. Oui. Donc c'est là que je me suis dit, il faut absolument un outil facile pour les enfants pour se connecter à leurs racines. Le tout premier événement que j'ai fait, donc le premier événement où j'étais présenter le livre, en parler, rencontrer le public, il y avait deux petites filles, deux sœurs métisses avec une grosse touffe de cheveux. Et il y en a une qui prend le livre, qui commence à le feuilleter, puis elle appelle sa maman, elle dit « Ah maman, regarde, elle a les mêmes cheveux que moi. » Et là j'ai eu des frissons, je me suis dit « Waouh, au fait, c'est que ces genres d'outils-là sont vraiment nécessaires. » Et cette petite fille, ce qu'elle a dit, c'était exactement ce que j'attendais comme réaction. Et c'est pas la seule, on a plusieurs petites filles qui regardent, même les petits garçons qui regardent et qui se disent « Waouh, finalement quelqu'un qui me ressemble. »